Le chat noir. Ces mots ont survécu jusqu'aujourd'hui, ne serait-ce que par la voix d'Aristide Bruand. Dernièrement, André Walter a consacré une anthologie au poète du chat noir, dans la collection Poésie Gallimard. Mais pour l'heure, nous nous laissons compter un voyage, tout parisien. Quelqu'un de vivant est là, qui semble se souvenir. Est-ce possible? Écoutons donc François Karadec. Tout part d'un omnibus. Un omnibus qui faisait Pigalle à Louvain. À Louvain, c'est-à-dire Jussieu aujourd'hui. Comme les sens interdits n'existaient pas à cette époque-là, cet omnibus à chevaux partait de à Louvain, c'est-à-dire pratiquement, si vous voulez, aujourd'hui de Jussieu, enfin de l'université Jussieu, prenait un petit bout du boulevard Saint-Germain, arrivait au carrefour du boulevard Saint-Michel, descendait le boulevard Saint-Michel, s'arrêtait place Saint-Michel, et de là, joyeusement, partait à Pigalle. C'est-à-dire que il drainait tout le quartier latin. Et un jour, c'est Émile Goudot qui a pris l'omnibus pour aller à Pigalle, parce qu'à Pigalle, quand même, il y avait les peintres. C'était réellement le quartier des peintres. Et donc, il allait voir un ami peintre, qui était Rodolphe Salis. Peintre qui faisait un peu laborieux, qui peignait surtout des sujets religieux à ce moment-là, au kilomètre, mais il faut bien vivre. Et en prenant cet omnibus, il a vu donc, il est arrivé à Pigalle, il a rencontré Salis, et Salis lui dit, ben moi je vais monter un cabaret, je vais monter aussi un café, un cabaret comme ça. Alors amène-moi des amis, mais Salis a dit, c'est rien de plus commode avec Goudot lui a dit rien de plus commode avec l'omnibus. Et dès le lendemain ou le surlendemain, dès que ce cabaret s'est ouvert sur le boulevard Rochechouart, au 85 boulevard Rochechouart, tout le monde est arrivé. Mais c'est très peu de gens finalement au début, parce que la salle était excessivement petite. Ils ont réussi par des plaisanteries diverses à s'agrandir, c'est-à-dire à dégoûter le cordonnier. C'est un petit cordonnier qui habitait à côté. Ils l'ont réellement dégoûté tellement ils lui ont fait de blagues et le type est parti. Ça a permis d'agrandir un peu le cabaret. Salis a déclaré que c'était un cabaret Louis XIII, c'est-à-dire qu'ils ont acheté des vieux meubles et ils ont monté ce petit cabaret. Dans le fond, il y avait une salle, une toute petite salle. Il fallait monter 2 marches et ils l'ont appelé cette salle l'Institut. C'est-à-dire que là est une salle réservée réellement à des personnalités, soi-disant, naturellement, puisque les personnalités, c'était eux-mêmes, et c'était tous des garçons qui étaient nés entre les années de 1850, et autour des années 1850. C'est-à-dire qu'ils avaient 40 ans, 30 ans, 25 ans. C'était réellement des jeunes gens, quoi. Et donc les peintres arrivant là, surtout des peintres comme Signac, comme des gens comme ça, qui étaient réellement des gens très, très chahuteurs, très blagueurs. Naturellement Toulouse-Lautrec aussi, quand il est arrivé à Paris. Tous ces gens-là se sont installés là. C'était en 1882. Et Goudot, qui venait d'abandonner les Hydropathes, qui venait de perdre son journal, les Hydropathes, et qui lui dit non, Goudot vivait surtout pour avoir un journal. Il a donc là dit à Salis, tu devrais faire un journal qui ce sera le Chat Noir. Et Salis s'est dit tout de suite, oui, c'est un journal de cabaret, ça sera une excellente publicité. Et qu'est-ce qui précède François Karadec? C'est le journal ou c'est le cabaret? C'est le cabaret, mais de très peu, de quelques mois. Et donc ils ont le journal, qui est pratiquement, le premier numéro est donc pratiquement distribué gratuitement, il est rarissime aujourd'hui. Et là, il prend, dans le fond, à peu près le même ton que les Hydropathes, si vous voulez, que le journal L'Hydropathe. On y publie des poèmes, des nouvelles. Et petit à petit, ces poèmes, ces nouvelles vont être écrits par des gens comme Alphonse Allais, par exemple, qui était étudiant en pharmacie encore à ce moment-là. La pharmacie, naturellement, n'a pas tenu le coup très longtemps.
Et tous ces gens-là publiaient des poèmes là-dedans. Et puis ils ont des poèmes et des nouvelles. Et puis ils ont fini par eux-mêmes dans le café raconter des histoires, dire des poèmes. Ce qui fait que finalement le ton, à la fois le ton du cabaret et le cabaret lui-même, s'est créé là, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très libre, mais fait entre des gens qui ne sont plus du tout. C'est plus du tout le ton du café-concert qui est très populaire. C'est le ton de jeunes gens qui sont tous des étudiants ou des artistes. Mais le café-concert était important, et la meilleure preuve, c'est qu'on a vu arriver au Chat Noir deux des auteurs de chansons les plus importants de l'époque et du cabaret, qui étaient Jules Jouy et Aristide Bruand. Eux, ils venaient du cabaret, ils venaient du café-concert. Et leurs premières chansons sont des premières chansons de café-concert, et Jules Jouy a continué, même étant au Chat Noir, à écrire des chansons pour le café-concert. Maxime, 1er 17 ans. Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort. Sans cela, que saurait-on de la vie? Combien de gens aujourd'hui consentiraient à habiter la maison de verre du juste? Et encore, serait-elle en verre dépoli? Quoi de plus inhumain qu'un sacrifice humain? La misère a cela de bon qu'elle supprime la crainte des voleurs. J'ai connu bien des filles de joie qui avaient pour père un homme de peine, Alphonse Allais. Joli minois, tiens, mon cœur est à toi. Prends le quintet toute ma fortune, au clair de la lune. Mais ce qui est étonnant, François Karadec, c'est que quand on voit qu'en janvier 1882, le premier numéro du Chat Noir est tiré donc sous la direction de Rodolphe Salis et Émile Goudot. Oui. Bon. Et tiré à 12 000 exemplaires. Bientôt, ce sera 20 000 exemplaires. Mais dans cet hebdomadaire qui se veut satirique, on va mettre bientôt au sommaire Verlaine, Moréas, Rollinat, Charles Cros, Germain Nouveau, Mallarmé, Théodore de Banville et combien d'autres, dont Léon Blois, Jules Renard. Dont l'autre et Amont. Une page entière du journal consacrée au chant de Maldoror. Ça ne s'était jamais vu. Puisque personne ne connaissait les chants de Maldoror, mais là il y avait eu l'édition de Genonceau, et quand l'édition de Genonceau a paru, immédiatement des gens, Alphonse Allais était rédacteur en chef, était très à l'affût de ce genre de littérature, et il a publié une page des chants de Maldoror. Ça a été le seul journal c'est donc un journal, si vous voulez, qui à l'heure actuelle sur le plan littéraire, si on veut voir ce qu'était le symbolisme, il faut se tourner beaucoup vers le Chat Noir. Là, on y trouve à la fois des auteurs très, très précieux et très utiles, en ce sens. Par exemple, Félix Fénéon est le critique d'art. C'est-à-dire que le Chat Noir est le seul journal à l'époque, le seul hebdomadaire à l'époque, à faire des articles critiques sur Van Gogh, Toulouse-Lautrec, des artistes de ce genre, et tous les japonistes en plus. Donc on n'est pas du tout, on est dans un ton très très élevé. Mais c'est en même temps, c'est en même temps de blagues, ce qu'on appelle la blague à l'époque, c'est-à-dire de jeunes gens qui aiment rire et qui ne se prennent pas au sérieux. Mais malgré tout, on s'aperçoit que esthétiquement, c'est beaucoup plus élevé que bien des journaux de l'époque. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que vous diriez, François Karadec, ce qu'on a pu dire dans les émissions précédentes par rapport, je dirais aux hydropathes, voire aux utistes, oui. Au fond, ils viennent tous de la littérature et c'est une décision littéraire.
plus qu'une décision, j'allais dire, de cabaret. Oui. C'est un mouvement, finalement. C'est un mouvement littéraire. C'est un mouvement littéraire qui va... ce qui va arriver, c'est que ce cabaret, le Chat Noir, ayant du succès, est obligé, d'ailleurs, à un moment, en 1885, de déménager et d'aller s'installer dans un local beaucoup plus grand. Et c'est à ce moment-là qu'ils feront des spectacles qui sont le théâtre d'ombre et ces choses-là. À ce moment-là, ça va devenir, si vous voulez, ce succès va tenter bien d'autres et il va se créer, je sais pas moi, 10 ans après, si vous voulez, la fondation du Chat Noir, il y a à Montmartre une quarantaine de cabarets. C'est énorme, enfin ça va très très vite. Alors évidemment, il faut bien dire que dans cette quarantaine de cabarets, il y en a très peu de qualité. Mais ils attirent la clientèle parce qu'ils sont cabaret montmartrois, ce qui est la nouvelle étiquette, le cabaret montmartrois qui va tourner un peu aux chansonniers, ce qu'on appellerait les chansonniers aujourd'hui, si vous voulez. Les chansons d'actualité, mais pas du tout du niveau de Charles Cros, de Villiers de l'Isle-Adam, qui était là aussi et qui racontait des histoires. Un poicre, avec les yeux d'une tête de mort que la lune encore décharne, tout mon passé, disons tout mon remords, ricane à travers ma lucarne. Avec la voix d'un vieillard très cassé, comme l'on n'en voit qu'au théâtre, tout mon remords, disons tout mon passé, fredonne un tralala folâtre. Avec les doigts d'un pendu déjà vert, le drôle agace une guitare et danse sur l'avenir grand ouvert d'un air d'élasticité rare. Vieux turlupin, je n'aime pas cela, tais ses chants et cesse ses danses. Il me répond avec la voix qu'il a. C'est moins farce que tu ne penses, et quant au soin frivole, ô doux morveux de te plaire ou de te déplaire, je m'en soucie au point que si tu veux, tu peux t'aller faire l'en l'air. Paul Verlaine. On a du mal aujourd'hui, François Karadec, pour revenir à cette affiche du Chat Noir où on voit par ordre alphabétique Alphonse Allais, Verlaine et Stéphane Mallarmé aller sur une estrade et dire des poèmes. Ah, c'est même pas une estrade, là. Il n'y a pas d'estrade. On est deux. Il y a un piano dans un coin, il y a quelqu'un, on va s'accouder au piano et on chante sa petite chansonnette où on raconte ce qu'on a à raconter. Mais c'est pas de... non, c'est pas une scène. Ça reste encore. Et l'auteur que vous venez d'entendre a fini sa chanson ou de réciter son poème et s'assoit parmi vous. Il était assis à côté de vous sur une table. Tout le monde est mêlé et tout le monde s'amuse. Tout le monde s'amuse. Le programme est très varié, il change tous les jours. Il y a des gens qui sont là, des gens qui ne sont pas là, des poètes qui sont venus, qui ne sont pas venus. Ils avaient autre chose à faire. Et tout ça, ça marche. Et ce qui fait d'ailleurs que on a reproché beaucoup à Salis d'avoir fait un petit peu une entreprise de création de poivreaux, c'est qu'il ne les payait pas régulièrement. Si, il y a une époque quand même, dans les années 90, il y en a eu quelques-uns qui ont été payés régulièrement, mais il ne les payait pas régulièrement, il les payait en boc, il les payait en liquide, comme on dit, mais c'était en boc, en bière. Il y a des types qui sont devenus tranquillement des poivreaux, en récitant leurs poèmes tous les soirs, ils en sortaient ivres-morts. La clientèle, moins, parce qu'il fallait qu'elle paye. On pense à Charles Cros, par exemple. Ah Charles Cros, ça c'est autre chose, lui c'était plutôt l'absinthe, lui, c'était, oui. Et Charles Cros, lui, alors on peut dire qu'il dessoulait pas, mais il n'était pas le seul. Vous savez, il y a des gens qui semblent pas du tout être des poivreaux d'époque, mais je pense à François Copé, par exemple. C'était l'un des plus grands amateurs d'absinthe de la place de Paris. Je comprends mieux pourquoi Verlaine lui a dédié justement un poème sur l'absinthe. Ah oui, puis c'était des amis de génération, c'était allemands de la même génération.
Est-ce qu'on pourrait faire est-ce que c'est forcer, j'allais dire l'histoire, forcer ces histoires littéraires au pluriel d'ailleurs, de dire qu'il y a une espèce de trajectoire, François Karadec, entre le salon de Nina de Villars et finalement la naissance en 1882 du Chat Noir? Ah non, tout ça, ça se suit justement. Nina de Villars, ça passe aux hydropathes et les hydropathes passent au Chat Noir. Il y a un changement de ton à chaque fois, évidemment. Ça passe du salon littéraire au café, si vous voulez, qui était pour des réunions de café. Et puis ensuite au cabaret, avec un public. Avec un public extérieur et un public non seulement extérieur, mais même extérieur au quartier. Parce que les hydropathes restaient toujours, restaient toujours quand même des réunions de gens du quartier latin. Bon, il en venait quelques autres d'un peu plus loin, mais pas beaucoup. Dans la Carmagnole, vive le son, dans la Carmagnole, vive le son du canon. Vive la grève, vive les grévistes, à bas les patrons, citoyens, c'est tous des salauds, des vaches, citoyens, c'est tous des cochons, on leur y entrer dedans, on les crever, citoyens, citoyens, citoyens. Nom de Dieu, voulez-vous taire vos gueules? Laissez parler l'orateur. Oui, l'orateur. En fait, la parole est à l'orateur. Je suis Parigot, des Batignolles, toujours prêt à coller un pain. Mais je comprends pas qu'on se casse la gueule pour gagner de quoi s'y foutre du pain. Et le travail, c'est ça qui nous crève. Oui, ils ont très peu connu, généralement, je vous dis, ce sont des garçons qui ont peut-être connu la guerre de 70, mais elle a été rapide, même ceux qui étaient mobilisés, elle a été rapide, la guerre de 70, on n'a pas eu le temps de s'embêter. Et après, il y a eu la Commune. La Commune, justement, ça a touché là beaucoup de jeunes gens. Ne parlons pas de gens comme Verlaine, qui était fonctionnaire à la mairie de Paris, André Gilles, qui avait réussi à être délégué aux Beaux-Arts ou quelque chose de ce genre, et qui voulait tirer à coups de canon sur l'horloge de la gare Montparnasse parce qu'il avait horreur d'être à l'heure. Il y a eu quelques personnages comme ça qui ont été mêlés à la Commune, mais tous les autres ont été frappés par la Commune. Il ne faut pas cacher qu'au Chat Noir, là, se créent beaucoup de mouvements, de véritables mouvements anarchistes. Ils sont très très proches des anarchistes, et on y trouve non seulement d'Ariens, bien sûr, mais on y trouve aussi beaucoup d'autres anarchistes, Malato, etc., sont là. Ils critiquent un petit peu, évidemment, les bourgeois, parce que ce sont tous des fils de bourgeois quand même qui sont là. Ils sont tous cultivés, donc ils ont fait des études au lycée, le lycée de la fin du Second Empire. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont tous la même culture. Ils ont la culture. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que Alphonse Allais et Rimbaud sont nés le même jour. Bon, c'est une coïncidence qui est simplement amusante. Mais moi, où elle m'intéresse, c'est qu'ils ont fait les mêmes études dans les mêmes lycées, disons. Il y en a un qui faisait ses études au lycée d'Honfleur, l'autre au lycée de Charleville, mais c'était le même style de lycée. Et ils font les mêmes fautes de français. Ils ont des tics d'orthographe, par exemple, qui sont les mêmes. Donc, je prends ça pour toute la génération, si vous voulez. Je me dis que tous ces gens-là, tous ces garçons-là sont des fils de petits bourgeois, mais il y avait aussi donc ils avaient tous fait des études, alors que précisément il y avait une cassure immédiate avec les milieux populaires qui eux ne faisaient même pas d'études à ce moment-là. Jules Ferry n'avait quand même pas eu beaucoup d'influence, hein, faut bien le dire, c'est trop tôt. Et là, il y a eu donc au Chat Noir un ferment anarchiste, il n'y a pas de doute. Ils ont eu beaucoup d'entre eux ont eu des ennuis au moment des grandes affaires anarchistes, Ravachol, etc. Enfin, le procès des 30, tout cela. Il y a un esprit libertaire, disons. L'anarchiste, c'est peut-être beaucoup, mais un esprit libertaire qu'on trouve dans tous les textes de ces gens-là, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque, François Karadec, certaines personnes ont pu écrire que, au fond, l'existence du Chat Noir s'arrête en réalité avec le commencement de l'affaire Dreyfus? Je ne crois pas tellement.
précisément parce qu'ils étaient tous très libertaires et que ils considéraient donc que c'était, comme les anarchistes le considéraient tous d'ailleurs, que c'était une affaire entre militaires, qui ne les regardait pas, étant donné que le militaire était déjà l'ennemi en tout temps. C'était une affaire qui ne les regardait pas. C'était une affaire, je crois que c'est Grave qui en parle, qui en dit à un moment au début, qui dit ça ne nous regarde pas, c'est une affaire entre gueules de vache, quoi. C'est pas entre nous, ça ne nous touche pas. Tant mieux. Et même les anarchistes étaient ravis parce qu'ils disaient tant mieux, ils règlent leur compte entre eux. Et qu'est-ce que vous pensez, François Caradec, de la position justement d'un Jules Vallès qui va pas être très content, lui, de l'histoire du Chat Noir. Il va en faire une critique qui paraîtra, je crois, d'ailleurs dans le journal même, le Chat Noir, non ? Oui. Ouais. Oui, mais il y a eu des critiques. Il y a eu des critiques et il y a eu justement, disons que à partir des années 90, le Chat Noir, d'ailleurs, devient un peu différent de ce qu'il a été, devient beaucoup trop commercial. Et c'est là, d'ailleurs, que des gens comme Vallès ou d'autres ont beaucoup critiqué. Il devient très commercial. On y reçoit les quantités de gens qu'on n'aurait pas reçues dans les années 80, c'est-à-dire que le général Boulanger vient assister à un spectacle, comme ça, c'est réellement Zola, puis les quantités d'hommes politiques viennent assister, parce qu'il faut avoir été au Chat Noir. Il faut y avoir été au moins une fois. Et alors, il y a tout cela, et puis alors même Salis va beaucoup plus loin, il commence à faire des tournées en province. Et il y a des tournées en province et à l'étranger. Alors il commence à faire des tournées, des tournées de chansonniers. On arrive, si vous voulez, au Grenier de Montmartre de plus tard, qu'on en arrive à ça. On arrive à une entreprise commerciale. Et ça, il y a beaucoup qui n'aiment pas, et qui partent d'ailleurs. Heureusement, vont se créer dans les années 90. Donc disons après le Chat Noir, le Chat Noir ayant profité de la première vague de la presse libérée en 1881, la liberté de la presse, dans les années 90-92, va se créer des grands quotidiens. Et beaucoup vont partir, par exemple, au journal. Au journal, on va retrouver des quantités de gens, Georges Auriol, Alphonse Salé, tout ça, vont publier leurs nouvelles. Et le Chat Noir n'a plus personne, si vous voulez, pour l'alimenter. L'existence, François Caradec, justement, de l'hebdomadaire Le Chat Noir jusque dans ces années 90, est-ce qu'elle a toujours été un peu celle légendaire que je citais au début, c'est-à-dire celle où on retrouve Octave Mirbeau, Guy de Maupassant, Théodore de Banville, Jules Renard et tant d'autres que nous avons cités? Non, comme je vous dis, ça s'est un peu délité parce que il s'est créé une autre presse qui les a accueillis. Et faut dire que des journaux comme le Journal, par exemple, que je citais, est un journal qui a des contes et des nouvelles en première page. À cette époque-là, il n'y a pas simplement le feuilleton de bas de page, il y a des contes et des nouvelles en première page. C'est des journaux qui sont libres maintenant, qui sont donc politiques, mais qui ne naissent à la politique finalement qu'une assez petite place. Sauf quand ils ont l'occasion d'avoir un grand article politique, le grand article politique de première page est souvent écrit par un écrivain. C'est pas du tout, vous voyez, on connaît fameux Zola, J'accuse, c'est un écrivain. Il faut dire que la presse était d'une telle liberté aussi, il y avait de telles blagues qui paraissaient dans la presse, d'ailleurs pour ne reciter qu'Alphonse Allais qui signait une grande partie de ses papiers, de ses comptes, quand ils étaient un peu grivois, il les signait du nom de Francisque Sarcey, qui était le grand critique théâtral de l'époque, critique bourgeois d'ailleurs, qui aimait beaucoup de la bourgeoisie. Et le critique, qui était plein de bon sens. Et il s'est jamais plaint, on a retrouvé une ou deux lettres qui étaient des réponses certainement à des lecteurs où il a dit non, c'est pas moi qui ai écrit tel conte dans le Chat Noir, mais c'est une blague qu'ils font souvent, il faut pas leur en vouloir. On était très indulgents. Je crois que la profession de journaliste se crée à ce moment-là, mais elle est même beaucoup plus large qu'elle n'est à l'heure actuelle. Les journalistes sont spécialisés, enfin plus ou moins, mais
très rarement. Il y a énormément de ce qu'on appelle des chroniqueurs, des gens qui écrivent ce qui leur passe par la tête, ou qui écrivent en même temps même des nouvelles. Le Chat Noir, chanté par Aristide Bruant. La lune était sereine, quand sur le boulevard, je vis poindre ce scène qui me dit, cher Oscar, d'où viens-tu, vieille branche? Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est demain lundi. Je cherche. Est-ce que par exemple la participation, vous l'avez cité, François Karadec, de quelqu'un comme Aristide Bruant, n'a pas, au fond, n'est pas ce qui aujourd'hui nous empêche de voir l'existence littéraire du Chat Noir? Parce que qu'est-ce que l'image qu'on a finalement, c'est Aristide Bruant et d'autres, j'allais dire, du même tonneau. Oui, et en réalité, Bruant est, dans le fond, le premier créateur d'un autre cabaret à la suite du Chat Noir. Quand le Chat Noir déménage en 85, il reprend, lui, l'ancien local, le premier local, il l'appelle le Mirliton. Il crée d'ailleurs son petit journal qui s'appellera le Mirliton, qui n'a pas grand intérêt, sauf qu'il publie les chansons de Bruant. Mais Bruant est le premier qui participe, à part le fait qu'il a écrit une chanson autour du Chat Noir, il est le premier qui participe à cette espèce de mythe de Montmartre, du chansonnier de Montmartre. C'était Le Chat Noir ou Quand l'esprit vient au poète par Mathieu Bénézet, avec François Karadec. Lecture Françoise Lebrun. Prise de son et mixage Simone Ronget, Julien Chabassu, Jean-Claude Gauthier. Réalisation Nathalie Triandafil. Je cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre.